15 ans, c'était en 2005. Je venais sans doute de prendre la décision de quitter Bouygues Télécom après 5 années formidables. Et donc toute une aventure dans les télécoms, mais surtout l'Internet mobile, puisque c'était ça ce que l'on avait essayé de mettre en place avec les équipes de Bouygues Télécom, pour rejoindre un monde que j'avais déjà connu, que j'aimais beaucoup, qui est peut-être ma deuxième appartenance, qui était le monde de l'hôtellerie, du groupe Accor, où j'allais prendre en fin d'année 2005 la présidence du groupe Accor. Alors le plus beau métier du monde, c'est de raconter des histoires, de faire vivre le monde, de raconter l'information, raconter des fictions, passer des films au cinéma, motiver aussi des gens, des collaborateurs, pour essayer de donner le plus de bonheur possible. On appelle ça des ondes positives à tous ceux qui veulent bien nous regarder à la télévision. Moi, j'ai toujours rêvé de vouloir être pilote de ligne. Voilà, parce que je trouvais que c'était un métier qui avait l'air fantastique. J'adorais les avions, j'adorais voyager, ou j'imaginais que j'allais adorer voyager. Et je n'ai pas été déçu, sauf où j'ai été déçu, c'est que je n'avais pas les yeux pour le faire. Donc assez vite, j'ai découvert ça. Et je crois qu'autrement, j'aurais bien aimé être architecte. Parce qu'architecte, c'est des gens qui bâtissent des choses. Et ça me fait rêver. Pour avoir essayé pendant des années, à partir de 2002, d'importer en France des technologies d'Internet mobile, et ça c'était l'iMode que l'on avait emprunté aux Japonais de NTT Docomo, voir Steve Jobs présenter l'iPhone en 2007 et révolutionner le monde de par cette ergonomie, cette facilité d'usage, la capacité du groupe Apple à l'époque, toujours pareil d'ailleurs aujourd'hui, à inventer, à révolutionner nos usages en étant très très focalisé sur l'aspect client, fluidité, convivialité, simplicité. Ça a été pour moi quelque chose de formidable parce qu'à la fois c'était un très bel objet, c'était une facilité d'usage, mais c'était aussi l'ouverture sur le monde de ce qu'on a découvert avec la richesse des apps, où tout un chacun pouvait, en se faisant évidemment référencer chez Apple, apporter sa contribution des contenus, créer des contenus. Et ça a un côté quand même fascinant de se dire à un moment, c'est pas quelques personnes qui savent, qui vont écrire des livres ou qui vont communiquer au reste du monde. Non, tout un chacun, Anthony, David ou Gilles peuvent avoir des idées et peuvent à un moment les proposer aux autres. Et les usages vont se transformer en fonction de ce que chacun verra comme intérêt dans une app. Et ça, c'est quand même une merveilleuse révolution, avec un système où il y a un partage de la valeur, qui est aussi quelque chose d'assez nouveau à l'époque, c'était assez nouveau dans le modèle économique. Dans la technologie, je dirais que le courage d'Elon Musk sur Tesla est quand même impressionnant. Pour connaître un peu l'univers automobile et adorer les voitures, c'est vrai qu'on voit bien en quoi ce sont des métiers anciens, très industriels, très lourds. Et là, voir un entrepreneur se lancer dans cette aventure, il y en a eu plein au cours de l'histoire de l'automobile, mais avec une telle capacité à révolutionner là aussi, à la fois les usages, à la fois la fabrication de la voiture, et puis le confort et l'expérience que l'on peut avoir en mobilité, c'est quand même assez impressionnant. Alors on ne sait pas quel sera son parcours et quel sera le parcours futur, mais quand on voit qu'il fait la même chose avec des fusées, on se dit quand même que dans la part de rêve qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous, ce côté entrepreneur où rien n'est impossible, il existe encore. C'est à la fois un regard d'enfant et de fascination, parce que je crois que personne n'aurait pu imaginer de telles transformations il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, parce que la planète s'est rapetissée, le monde s'est accéléré, et qu'on soit dans la 5G, qu'on soit dans la fibre, on a juste tous bénéficié merveilleusement
de cette capacité à s'informer, à connaître, et ça a transformé nos vies. Puis en même temps, avec ce côté anxiété, inquiétude de Big Brother, il y a des gens qui nous surveillent, il y a des gens qui savent en permanence ce que l'on fait. Je quitte mon bureau et mon portable me propose de rentrer chez moi. Bah non, j'avais pas envie, mais il y a pensé pour moi, parce qu'il a peut-être vu que d'habitude je faisais ce trajet. Enfin, et tout ce côté que j'aime pas tellement, qui est quand même un moment, voilà, mes données, je sais plus où elles sont et comment je contrôle ma vie. Ça sera à la fois, je pense, une opportunité de business fantastique, parce que c'est vrai que plus on s'adresse à moi en tant que consommateur, parent, citoyen, avec des centres d'intérêt bien particuliers, dans un monde où j'aime pas trop perdre de temps, tout ce qui s'adresse directement à moi avec un message ciblé me plaira. Mais de l'autre côté, il y a ce côté effectivement Big Brother, où j'ai pas envie de donner mes données à n'importe qui et que des gens à l'autre bout de la planète puissent savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, comment je consomme. Et ça, c'est un côté assez effrayant. Oui, je pense qu'on est mieux informé qu'il y a 15 ans, au sens où l'information circule vite. Et quand je vois la qualité de nos rédactions, la quantité d'informations que nos équipes sont capables d'absorber, d'intégrer, de recouper, de vérifier, c'est assez fascinant. Et de ce côté-là, on a en quelques minutes, pour ne pas dire parfois des secondes, des images à l'autre bout de la planète. Et donc on a ce sentiment qu'effectivement on peut vivre plusieurs vies à la fois, en étant à la fois ici, peut-être à Paris ou en France, et en même temps se transporter quelque part et participer ou vivre un événement avec d'autres citoyens de la planète. Et puis en même temps, il y a tout ce monde de fake news, de manipulation, de gens qui, s'étant plus ou moins appropriés le web ou d'autres réseaux, peuvent communiquer, pas forcément toujours avec de bonnes intentions, ou n'en étant eux-mêmes pas très bien informés, mais colporter des nouvelles qui vont nous créer de l'inquiétude ou faire partir une partie de la population dans un sens qui, on s'apercevra quelques jours plus tard, bah non, n'avait pas lieu d'être. C'était quand même beaucoup de choses qui ne reposaient sur que très peu de vérité, mais l'information n'avait pas été vérifiée, contre-vérifiée, etc., etc. Donc quelque part, ça légitime des rédactions dans des groupes tels que les nôtres, des groupes de presse, que ce soit à la télévision, que ce soit à la presse écrite ou à la radio. Et en même temps, il y a ce côté un peu effrayant d'un monde où, à partir du moment où tout le monde peut communiquer, oui, certains peuvent manipuler un peu le monde. Je crois que cette ouverture sur le monde, le côté peut-être équilibre de vie entre une vie professionnelle qui est très intense, très technologique, avec cette capacité ou cette difficulté à se connecter, mais surtout se déconnecter, qui devient quand même un vrai enjeu pour chacun d'entre nous et chacun de nos collaborateurs. C'est devenu en soi un enjeu qui fait qu'à un moment, la partie personnelle de nos vies est très importante, demande à être protégée. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs que je ne les admirais jamais parce qu'ils allaient me dire qu'ils allaient passer 24 heures sur 24 de leur vie au boulot. Je pense qu'on se rapetisse, on se rétrécit en faisant ça et qu'on s'enrichit en faisant plein d'autres choses que juste son boulot. Donc à partir de là, c'est comment on arrive à trouver ces équilibres-là. Alors peut-être que les derniers enseignements du Covid nous montreront aussi que désormais notre vie professionnelle, elle se partagera entre des vidéos, qu'elles s'appellent Teams ou Meet ou Zoom, ou du présentiel. Je crois que les deux sont importants. Mais c'est surtout cette capacité à se dire, à un moment, je consacre ma vie effectivement à un projet qui est professionnel, et puis en même temps, j'arrive à avoir une vie familiale ou une cellule qui est à moi. Je peux voyager, je peux m'intéresser, je peux me développer à titre personnel, culturel, associatif. Et ça, je crois que ça a beaucoup changé. Et je pense que le regard, notamment des jeunes générations, sur ces enjeux-là, il est assez différent de ma génération qu'on a rejoint le monde du travail il y a 30 ou 40 ans.
L'enjeu pour TF1, c'est de rester un groupe avec ses racines en France, son ADN de l'information, mais aussi sa capacité à apporter des contenus français, européens, du monde entier, qu'on peut partager, faire rêver, donc divertir, informer. Et puis en même temps, de par la filiale de production que l'on a, Newen, eh bien d'apporter encore un brassage encore plus large, on va même jusqu'au film d'animation. Et puis j'espère sur la partie digitale, avec Unify, eh bien avoir, soit par des grandes marques comme Doctissimo, Marmiton ou au féminin, des communautés voilà, qui continueront de s'impliquer et de s'investir, et avoir un peu ce lien entre à la fois le merveilleux média que restera la télévision et en même temps le côté très complémentaire du digital. Bon, d'abord, un joyeux anniversaire. Un très grand bravo pour ce que vous avez déjà réussi depuis 15 ans. Si j'ai bien compris, dans HeroX, moi j'entends ROI, donc c'est ce côté retour sur investissement très très cher à nos annonceurs. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est vrai que les médias font partie de cela, et notamment dans une ère digitale. Mais il y a surtout Hero. Et dans Hero, il y a Super Héros. Et ça fait partie du rêve. Je pense qu'il faut continuer à emmener vos clients vers ces rêves. Soyez des super-héros, faites-nous rêver, et le ROI, il viendra tout seul.